crois que ce conte-ci est un conte vraiment merveilleux. Un conte qui est connu à travers le monde entier. Et c'est le merle blanc. La quête du merle blanc. C'est un conte qui a été connu en Russie. L'oiseau de feu, Stravinsky s'est servi de cela pour faire sa symphonie. Et à travers le monde entier, on connaît cette version. Maintenant, la version que je vais vous dire, là encore, c'est une version que j'ai de mon père et qu'il a eue de son grand-père. Donc, d'un tout petit village. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus pour vous montrer comme il y avait une richesse étonnante dans tous nos petits coins de Bretagne. Cette richesse, cette littérature orale qui existait il y a 100 ans, 150 ans chez nous. En ce temps-là, il y avait un minour. Un minour, c'est un gros propriétaire. Il avait bien réussi sa vie. Bien travaillé. Il avait acquis de nombreuses fermes. Il avait un très très nombreux troupeaux. Il avait beaucoup de valets. Et il aurait dû être heureux. Il avait 3 grands enfants. Mais malheureusement, cet homme devenu vieux était impotent, était obligé de rester paralysé dans un fauteuil au coin de son feu et ne pouvait plus bouger. Alors vous savez qu'à cette époque-là, il y avait en Bretagne des rideaux, des coureurs de pays. Et ces coureurs de pays allaient d'une maison à l'autre racontant les nouvelles qui se passaient un peu partout. Et un soir, ce coureur de pays est arrivé à Tremelin. On l'a accueilli en échange de vieux couverts. Il a commencé à raconter les nouvelles qu'il connaissait. Raconte une histoire ou deux aussi. Et puis, il s'est adressé au vieillard. Il lui a dit « Mais je ne te comprends pas que tu restes ainsi. Tu as de l'argent. Tu as 3 garçons là qui sont forts. Mais pourquoi ne les envoies-tu pas à la recherche du merle blanc ?» À la recherche du merle blanc. Mais pourquoi le merle blanc? Comment? Tu ne sais pas. Toutes les personnes paralysées comme toi, qui ont atteint la centaine d'années, comme toi, qui sont impotents, dès qu'ils entendent chanter le merle blanc, ils retrouvent leurs jambes de 18 ans. Envoie ton garçon, un de tes garçons d'abord, et ma foi, il te ramènera peut-être le merle blanc. N'hésite pas à le payer cher. Alors dès le lendemain, il a fait atteler à un de ses carrosses 6 chevaux blancs. Il a dit à l'aîné de ses garçons, va et pars là-bas vers le soleil couchant, et tu demanderas partout si les gens ont entendu parler du merle blanc. Et ils sont partis. Il est parti de bonne heure. Il est passé par Beau. Il est passé ensuite par Languidic. De Languidic, il est parti sur Ponscorf. Et partout où il passait, il demandait aux gens, vous n'avez pas entendu parler du merle blanc? Vous n'avez pas parlé? Non? Vous savez peut-être, on vous a parlé du merle blanc? Vous non plus. Vous non plus. Il continue sa route. Il est passé à Ponscorf. Et pendant toute la journée, partout où il passait, il demandait si quelqu'un avait vu le merle blanc. Et personne n'avait vu le merle blanc. Alors il a marché. Et le soir, en forêt de Quimperlé, il est arrivé à Toulfouen. Et là, ma foi, comme le soir tombait, il a avisé une taverne qui était là. Et sur la taverne, c'était inscrit ceci. Ici, on sert à boire et à manger, on loge à pied à cheval. Alors aussitôt, ma foi, il a rangé ses chevaux à l'écurie, son carrosse à la remise, et il est rentré dans la salle commune. Il y avait là des tas de jeunes filles attablées, et qui aussitôt leur dit, viens avec nous. Il s'est mis à table avec eux. Les servantes étaient gentilles, accordes. Et ma foi, on leur a amené la très très bonne nourriture. Ils ont bien mangé, bien bu. Mais rapidement, comme la nuit était encore longue, les jeunes gens se sont décidés, ils se sont dit, dites donc, écoute voir maintenant, si on faisait une partie de cartes,
Ils sont décidés à jouer aux cartes. Et la première journée de tour de cartes qui s'est fait, lui qui avait de l'argent, l'a misé une assez forte somme. Il a perdu. Alors aussitôt, ma foi, il a surenchéri. Il a mis encore une somme plus forte. Et cette fois-là, il a gagné. Et pendant toute la soirée, avec une chance étonnante, il a gagné, 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 de sorte qu'en fin de soirée, tous les jeunes gens qui étaient là étaient ruinés et que lui en avait plein les poches. Alors il a dit, écoutez messieurs, je suis très heureux de cette soirée que j'ai passée avec vous. Je vais vous dire bonsoir, parce que demain, je m'en vais chercher le merle blanc. Ah, pas l'histoire. Pas l'histoire. Écoute, voir, tu as gagné de l'argent, il faut absolument que tu le remettes en jeu demain. Alors, ma foi, il a accepté. Et la seconde journée est arrivée, la seconde soirée aussi. Et comme il avait beaucoup gagné, ma foi, il a mis en jeu la moitié de l'argent qu'il avait gagné la veille. Il a gagné encore. Il a remis tout l'argent qu'il gagnait cette fois-là, mais cette fois-là, il a perdu. Il a remis en jeu tout l'argent qu'il y avait dans le carrosse. Et il a perdu. Il a mis en jeu son carrosse. Et il a perdu. Il a mis en jeu les chevaux qu'il avait. Et il a perdu. Et une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a mis en jeu la part d'héritage qu'il n'avait pas touchée. Et il a perdu. Et comme il ne pouvait pas la donner, les gendarmes sont arrivés et l'ont mis en prison. Et pendant ce temps-là, à la maison, le vieux père attendait. Il attendait. Il attendait. Il attendait. 8 jours sont passés. 15 jours sont passés. Et alors, à ce moment-là, il s'est décidé de dire au second fils, eh bien, écoute, vois, pars maintenant dans l'autre direction. Là, va-t'en vers le soleil levant. Et alors, ma foi, un beau carrosse encore, qu'il a rempli d'argent. Il a mis 6 chevaux noirs. Et il est parti. Là-bas, vers le soleil levant. C'est-à-dire qu'il est venu du côté de Locminé. De Locminé, il a passé à Josselin. De Josselin, il a passé à Pleurmel. Et il est arrivé ici, là-bas, vous savez, vers le château des Forges, vers la taverne des Forges. Et là, encore, déjà à cette époque-là, il y avait une grande taverne. Il s'est arrêté là. Et là aussi, c'était noté, ici, on sert à boire et manger. On loge à pied à cheval. Il a remis ses chevaux à l'écurie, remis son carrosse, rentré dans la salle commune. Et là, comme son frère, ma foi, il a été cueilli par des jeunes gens et jeunes filles qui l'ont invité à manger avec eux. Il a fait bonbons avec eux. Et puis, ma foi, comme ils avaient le temps, lui aussi a commencé à jouer aux cartes. Et comme son frère, la première journée, il a gagné tout. Mais la seconde journée, comme son frère, il a mis ses gros au débarrage. Et il a perdu. Il a remis encore plus gros et il a encore perdu. Il a mis en jeu son carrosse et il a perdu. Il a mis en jeu ses chevaux et il a perdu. Et une chose qu'il n'aurait pas dû faire, sa part d'héritage qu'il n'avait pas touchée, il a remis en jeu. Et il a aussi perdu. Et forcément, les gendarmes l'ont pris. Ils l'ont ramené en prison. Et à la maison, ma foi, pas de nouvelles de lui non plus. Et le père se désespérait. Et il restait le troisième garçon. Le troisième garçon, c'était le préféré du père. Parce qu'il était venu un peu plus tard que les autres de Benjamin. Et, ma foi, il n'était pas aussi fort que les autres. Et il était handicapé, il était boiteux. Alors, aussitôt, le garçon, qui s'appelait Lucas, a été voir son père. Il dit, écoute, voir père, moi je voudrais aussi aller à la recherche du merle blanc. Et le père qui s'est dit, si jamais il part, je vais rester seul ici, il faut pas absolument, je ne veux pas le laisser partir, ces garçons-là. Et alors il lui a refusé, il dit, non, tu ne peux pas, tes frères n'ont pas réussi, tu ne réussiras pas toi non plus. Il dit, mais je réussirai, mon père, je suis persuadé que je réussirai. Et alors le père, au bout de quelque temps, ma foi, lui a donné 2 écus. Il a pris les 2 écus, il a remercié son père, et il est parti. Et il s'en est allé. Pitchwitch. 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 Vous n'avez pas vu le merle blanc par là? Non. Pitchwitch. Pitchwitch. Pitchwitch.
Vous avez peut-être vu le merle blanc. Pas causé, non entendu causer non plus. Pitchwitch, vous n'avez pas vu le merle blanc. Ah, là, là. Il a marché. Et dans un grand village, il est arrivé. Et à cette époque-là, vous savez bien qu'en Bretagne, on ne craignait pas les voleurs. Toutes les portes étaient ouvertes. Alors, il s'est dirigé vers une porte là qui était ouverte. Il avançait. Et lorsqu'il est arrivé devant la maison, il a entendu comme un grand sanglot. Il s'est approché doucement. Et là, il y avait une femme qui était agenouillée devant un lit tendu en blanc. Et sur ce lit tendu en blanc, il y avait un homme mort, les doigts croisés, chapelet entre les mains. Alors très vite, vous savez, il a essayé de sortir, de se replier, sans faire de bruit, le plus doucement possible. Il a reculé. Mais la femme, vous savez ce qui arrive dans ces moments-là? On sent une présence derrière soi. Et aussitôt la femme s'est retournée. Elle a dit, oh, excusez-moi monsieur, de m'être laissé aller ainsi. Je me croyais seul, voyez-vous. Mais ce qui m'arrive est vraiment terrible. Il m'a dit, oui. Vous savez, je compatis à votre peine. C'est une chose terrible lorsque l'on perd un des siens. Et vous savez, malheureusement, c'est le lot de la vie. On arrive un jour sur cette terre, personne ne sait d'où l'on vient. Et puis les jours se succèdent. Un jour beau, un jour triste. Les jours s'ajoutent aux jours, on arrive à des semaines. Et puis, ma foi, petit à petit, ma foi, on grandit, on forcit. On est parfois en pleine santé, en pleine force. On réussit très bien dans son travail. On grandit, on se marie, on fait une famille. On a des enfants. Et tout va bien. Et puis, à un moment donné, tout va mal. Et puis, on recommence quand même à reprendre le dessus. Et puis, un jour arrive où, malheureusement, l'on meurt et personne ne sait où l'on va. Vous savez, c'est le lot de tout le monde, ma pauvre dame. Et je compatis bien à votre peine. Et la dame lui dit, vous savez, ce que vous me dites là, je le sais très bien. Mais vous savez, si je pleure, c'est pour autre chose. Mon pauvre mari qui est là, je n'ai pas l'argent nécessaire pour pouvoir l'enterrer en terre sainte. Et sa pauvre âme va être en train de courir à travers le vent, à travers tout le temps, d'un côté, de l'autre, dans les nuages, par le froid, par le chêne, jusqu'à la fin des temps. Lorsque j'entendrai le vent hurler dans la cheminée, je me dirai, mon pauvre homme est en train de m'interpeller, de me dire, comme tu m'as délaissé. Lorsque j'entendrai la grêle frapper sur les carreaux, je penserai, oh mon pauvre homme, oh mon Dieu, comment sait-il que je n'ai pas pu faire le nécessaire pour lui? Et lorsque, dehors, il fera froid, que tout sera froidu, qu'il y aura neige partout et glace, je dirai, le pauvre, comme il doit avoir froid. Mais ça coûte donc très cher d'enterrer quelqu'un en terre sainte. Oh non, monsieur, ça ne vaut pas cher pour quelqu'un qui a de l'argent, mais moi, je n'ai rien. Combien est-ce que cela vaut? 2 écus. Eh bien, tenez, madame, je les ai justement en poche, les voilà. Il a dit à tenez, madame. Oh, merci, monsieur. Et bonne route. Je vous remercie grandement, que Dieu vous bénisse. Et il est parti. Pitchwitch. Il a pris un chemin creux. De la jonc dorée de côté, de la bruyère mauve de l'autre. Pitchwitch, mais rien à l'horizon. Et il était là un peu désespéré, lorsque d'un seul coup, Paterne, le renard, saute devant lui. Et aussitôt, il appelle Paterne. Il se retourne, Lucas, mais que fais-tu là, donc? Oh, écoute, Paterne, toi qui connais les moindres chemins, qui connais les moindres pistes, tu vas certainement pouvoir me renseigner. Je suis à la recherche du merle blanc. Dis-moi où il se trouve. Alors Paterne se retourne, lui dit, oh mon pauvre Lucas, mais je sais bien où est le merle blanc, mais il est très 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 loin. Comment vas-tu avec ta pauvre jambe pouvoir marcher pour me suivre jusqu'à... Va toujours, je suivrai. Et alors,
Paterne est parti. Et par derrière Lucas marchait de temps qu'il pouvait. Pitchwitch, 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 pitchwitch. Et il est arrivé devant un grand château. Et on lui a dit, tu sais, tu vois cette grande maison-là, tu vois, il y a une cabane en bois. Dans cette cabane en bois, tu vas rentrer. Le merle blanc se trouve là. Mais le merle blanc se trouve dans une cage de bois grossière. À côté, il y a une cage au filament doré. Fais attention, Lucas. Fais attention, Lucas. Il faudra absolument que tu prennes le merle blanc dans ta cage en bois. Tu prendras la cage dorée également, mais tu ne la mettras que lorsque tu arriveras chez toi. Mais déjà, Lucas était parti. Il avait ouvert la porte et émerveillé de voir cet oiseau qui était blanc comme neige et qui avait un bec doré, qui presque comme de l'or. Et il a vu la très belle bête. Et quand il a vu la cage en bois, il s'est dit, mais il ne se rend pas compte, Paterne, de ce qu'il m'a demandé. Comment pourrais-je, moi, boiteux, moi qui ai tellement de difficultés à marcher, comment pourrais-je transporter cette grande cage de bois avec moi? Oh, cette cage ici est bien plus belle, et au fond, c'est quand même plus le logement qu'il faut pour si bel oiseau. Et aussitôt, il a pris l'oiseau, il a sorti, et il l'a mis dans la cage au filament doré. Et à ce moment-là, l'oiseau a commencé à siffler, à persifler. Et tous les jours d'alentour sont arrivés. Au voleur, on vient de prendre notre merle blanc. Et ils l'ont pris au collet. Et lui s'est arrêté. Il leur dit, mais non, écoutez voir, vous savez, je ne suis pas un voleur. Je viens simplement vous emprunter votre merle blanc. J'ai un père qui est âgé comme tout et qui a entendu dire que s'il entendait chanter le merle blanc, il retrouverait ses gens de 18 ans. Prêtez-moi seulement votre merle blanc et je vous le ramènerai. Tu as bonne mine. Je ne pense pas que tu sois un voleur, c'est vrai. Eh bien, mais tu vois, on te donnera le merle blanc, mais à une condition. On nous a volé la jument de la maison. Une jument merveilleuse. Une jument, lorsqu'elle hennit, on l'entend son hennissement à 7 lieues alentour. Et on n'a qu'à donner une tape sur son côté pour que d'un seul coup, elle franchisse 7 lieues. Retrouve-nous notre jument et on te donnera le merle blanc. Que faire? Il est remis en route. Pitchwitch. 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 Vous n'avez pas vu le jument qui saute 7 lieues d'un coup? Vous n'avez pas entendu pas la jument qui hennit et que l'on entend hennir à 7 lieues à la ronde? Vous n'avez pas vu non plus. Et partout il demandait et personne ne savait. Et le midi, il est arrivé là à une croisée de chemin. Et découragé, il ne savait plus par où aller. Vous savez que la vie est un choix tout le temps. Que choisir? Et juste à son Paterne est arrivé. Il lui a dit, mais Lucas, comment ça se fait donc? Tu n'as pas le merle blanc, toi? Et non, tu vois, je ne t'ai pas écouté. J'ai mis le merle blanc dans la cage dorée. Et aussitôt, ma foi, tu vois, on m'a dit d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut que tu ailles? Il faut que je retrouve la jument qui saute 7 lieues. Oh là là, tu sais où elle se trouve? Bien sûr, mais c'est loin, mon beau garçon. Alors, aussi, on dirait quand même, montre-moi la route. Ils ont retourné, marché, couru. Et vers le soir, dans le grand château, ils sont arrivés. Il y avait un grand château là, et de très grandes écuries, où il y avait je ne sais combien de bêtes, combien de chevaux. Et alors là, Paterne lui a dit, tu vois, tu vas rentrer dans cette écurie, mais de suite, tu reconnaîtras la jument. C'est la plus belle bête qu'il y a dedans. Elle a un beau poil d'épais, luisant. Ses oreilles sont très droites. Et le regard est clair. Je suis persuadé que le premier coup, tu la reconnaîtras. Fais attention, Lucas. Il va falloir que tu la sortes avec le bridon qui est là au cou. Tu prendras à côté un autre bridon neuf. Mais surtout, ne lui passe pas le bridon neuf tout de suite, sans quoi il pourrait t'arriver malheur. Alors aussitôt, lui courait déjà. Il est arrivé à l'écurie. Et parmi toutes les bêtes, du premier coup, il a vu la jument. Elle était si jolie. Son poil était si lisse. Il est arrivé près de lui. Il a caressé la jument. Caressé. Tapoté légèrement. Arrivé près de la tête. Et la jument, en signe de connaissance, a frotté sa tête contre la sienne.
Et il a vu, oh quelle belle bête, nerveuse et tout. Et il a vu le Briton. Et ce Briton ne tenait pas debout, quoi. C'était un Briton qui est tout usé. Il s'est dit, mince, comment est-ce qu'il peut penser que je puisse sortir une jument pareille qui est pleine de sang avec un Briton de cette façon-là? Mais d'un seul coup, si elle saute cette lune à coup, comment pourrais-je la retenir? Et alors, aussitôt, il a retiré le vieux Briton, il a mis de côté, il a pris le Briton neuf, et il lui a passé tout autour de la tête. Mais à peine lui a-t-il passé le Briton autour de la queue. La jument a commencé à hennir, et à cette lieues à la ronde, on l'a entendu hennir. Et tout le monde s'est empressé de venir. Et on lui a demandé, mais alors, dis donc, tu viens de voler notre jument? Mais je ne viens pas voler votre jument, moi. Je viens chercher justement la jument, et la jument que quelqu'un a perdue, et qui m'a demandé de venir chercher. C'est vrai, ce n'est pas notre jument. Et nous te la tenons. Mais à une condition. Figure-toi que nous venons de perdre la fille de notre maison. Et cette fille, c'est une fille splendide. Il n'y en a pas une comme elle sur terre. Parce que le soir, lorsqu'il paraît que la nuit est tombée, à 7 lieues la ronde, il fait clair comme en plein jour. Et ses cheveux sont tout d'or. Retrouve-nous notre jeune fille, et nous te donnerons la jument. Alors Pichouitch, il est parti. Et puis il a trouvé Paterne, et Paterne me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, tu vois, je t'ai pas encore écouté. Ah là là, c'est toujours pareil. Mais quand est-ce que tu arriveras? Tu sais, c'est pour ton bien que je dis là quand même. Ah, viens encore une fois, je vais t'aider. Et alors ils sont partis. Et figurez-vous que la jeune princesse était tenue prisonnière dans une île du golfe du Morbihan. Et elle était là, sous la garde d'une bête monstrueuse, d'une bête à 7 têtes, et qui crachait le feu de cette tête. Alors il lui dit, tu sais, maintenant, vois-tu, il va falloir qu'on traverse l'eau. Tu sais nager? Non. Eh bien, tu vas sauter sur mon dos. Mais dès que tu seras arrivé de l'autre côté, la bête dort actuellement. Il va falloir que très rapidement, tu essaies de retrouver la jeune fille, et que tu la décides à venir avec toi. Et très rapidement, il faut que nous revenions. Parce que si jamais la bête se réveille, elle va cacher le feu de ses 7 têtes. Il n'y en a rien de temps. L'île va être embrasée. Nous allons périr carbonisés dans cette île-là. Alors, il a sauté sur le dos de Durna. Poule. Ils ont traversé le bras de mer. Et lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il s'est reculé de frayeur. Il y avait une bête là, mais immense, qui est peut-être 20-25 mètres. Vous savez comment sont les salamandres dans les fossés? Des plaques jaunes, noires, violettes, bleues. Elle était garnie de plaques comme ça. Et par-dessus, au-dessus, il y avait des pustules, comme les grosses pustules qui sont sur les crapauds. Elle avait une très longue queue, finie par un dard venimeux. Et les 7 têtes de la bête de Romais étaient allongées sur l'herbe. Mais de la bouche de chaque tête sortait une langue fourchue. Alors, aussitôt, après le premier effroi, il a commencé à regarder. Et là, d'un seul coup, il était émerveillé. Une fille, si belle, si jolie, qu'il pensait qu'il n'avait pas de si belle sur terre. Elle avait de grands cheveux blonds qui lui descendaient là, jusqu'au talon environ, et qui paraissaient un feu, un soleil, comme un soleil sur ses épaules, comme un ruissellement d'or. Et ses yeux étaient brillants comme sont les étoiles. Vous savez, lorsque par exemple on navigue sur la mer au début du printemps et que l'on voit les étoiles d'un ciel pur qui brillent, qui scintillent, les yeux de la fille étaient aussi beaux, aussi brillants que ne sont les étoiles au ciel. Et alors aussitôt ma voix, il lui a fait signe de venir. Et la fille, petit à petit, s'est approchée. Viens. Et très rapidement, il l'a ramenée jusqu'au bord. Et la Paterne l'attendait.
Et Paterne a dit à la jeune fille, saute sur mon dos. Et moi, dit Lucas, eh ben, saute sur ma queue. Et alors aussitôt, ils ont commencé à traverser l'eau. Et ils avaient traversé à peu près la moitié du bras de mer lorsque la bête s'est réveillée. Il a commencé à cracher le feu de ses 7 têtes. Et en un rien de temps, l'île qui était couverte de conifères a été embrasée. Et comme une torchère, le feu montait au ciel. Et un grand nuage noir s'est dégagé. Heureusement que les vents étaient contraires. Sans quoi, ils n'auraient certainement pas pu arriver jusqu'au village, au rivage. Mais enfin, ils sont arrivés là. Et alors, à ce moment-là, Paterne a dit à Lucas, écoute maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aller ramener la jeune fille chez elle. Et là, il y aura un grand festin. Vous êtes bien festoyés. Et lorsque le festin sera fini ce soir, tu proposeras aux gens qui seront là de faire un grand défilé. Tu prendras la jeune fille en croupe, la jument va émir, la jeune fille va resplendir, et personne n'aura vu encore quelque chose d'aussi joli. Et alors, aussitôt que le repas était fini, il a pris la jeune fille en croupe. Et comme la nuit était tombée, la jeune fille s'est mise à resplendir, et à cette lueur ronde, il faisait clair qu'en plein jour. Et il a fait le premier tour. Les gens applaudissent, encore un tour. Ils ont fait un autre tour. Et arrivé au bout de la place, il a frappé sur la jument, sauté de lieu. La jument a fait un bond et s'est trouvé 28 km plus loin avec la jeune fille et la jument merveilleuse. Et là, elle a retrouvé encore Paterne. Et Paterne lui a dit, tu vas faire de même pour le merle blanc. Et le lendemain, elle a été voir le merle blanc. Et alors là, ma foi, encore un repas encore plus merveilleux que la veille. Les gens étaient là, émerveillés. Et lorsque, par exemple, après le repas, il a proposé simplement de faire un tour avec le merle blanc et la jeune fille, tous les gens qui étaient là ont accepté. Et à ce moment-là, la jument a commencé à hennir, la jeune fille a resplendir, le merle blanc a sifflé, et à cette tuile à la ronde, tous les gens qui ont entendu le merle blanc retrouvaient leur chambre de 18 ans. Et juste arrivé, en bout de course, une claque sur le chemin, et là, d'un seul coup, 28 km plus loin, et ils sont arrivés là près d'Auray. Et alors à ce moment-là, pour la dernière fois, il a vu Paterne, et Paterne lui a dit ceci, écoute, maintenant, tu vas rentrer doucement à la maison. Mais vois-tu, il y a une chose qui lui fera attention, Lucas. Pendant tout ton retour, n'achète surtout pas de viande contre poids d'or. Alors Lucas le regarde, dit, mais comment pourrais-je le faire? J'avais 2 écus d'or au début, et je les ai donnés par une beau femme pour enterrer son mari. J'ai rien, je n'ai pas ça sur moi. Ben va, mais tiens compte de ce que je te dis. Et alors ils ont marché, et ils sont arrivés aux environs de Locminé. Et à Locminé, figurez-vous qu'il y avait une très grande cohorte de soldats qui barraient la route. Ils sont arrêtés pour voir. Et au milieu de la cohorte, il y avait 2 hommes qui marchaient, pieds nus, en chemise, et la corde autour du cou. Ils s'étaient pendus. Et quand il s'est approché, il a vu que c'est ses 2 frères qui allaient être pendus pour tête de jeu. Alors aussitôt, il s'est approché et a dit comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir les délivrer? Et alors à ce moment-là, on lui a dit, c'est très simple. Il suffit simplement de pouvoir donner leur contrepoids en or. Alors, tout désolé, il est revenu vers la jeune fille et lui, tu sais, mes pauvres frères, ils vont être pendus. Parce que aucun d'entre nous ne pourra trouver assez d'argent pour eux. Et alors la jeune fille lui a dit, écoute, vois, demande donc un bassinet de cuivre. Alors il a demandé un bassinet de cuivre. Elle a pris une chaise, elle a mis son bassinet de cuivre d'un côté de la chaise. Elle a pris son peigne d'ivoire. Et elle a commencé à peigner ses blonds cheveux. Et à chaque coup de peigne, toute une poussière d'or tombait dans le bassin.
Au bout de quelques temps, le bassinet était plein. On a pris le bassinet, on l'a mis sur un côté de la balance. On a mis l'homme de l'autre côté. Ça s'est contrebalancé. Et ça s'est arrêté. Et l'homme était sauvé. Elle a repris le bassinet de l'autre côté. Elle a commencé à peigner ses blonds cheveux de l'autre bord. Et en quelque temps, le bassinet a été rempli de poussière dorée. On l'a mis sur un côté de la balance, on a mis l'homme de l'autre côté. La balance, petit à petit, a bougé un petit peu, s'est balancé, et s'est arrêté, figé, et le second homme était sauvé. Alors vous savez la grande joie qui est arrivée, quoi. Il a retrouvé ses frères, et ses frères étaient heureux, et lui était encore plus heureux de pouvoir les avoir sauvés. Oui. Au début, ils étaient heureux d'avoir été sauvés. Mais vous savez, le cœur de l'homme est fait de telle façon que dans cette terre âcre qu'il y a à l'intérieur, parfois de chacun d'entre nous, il y a une fleur qui a commencé à pousser dans le cœur de chacun des frères. Une fleur âcre, la fleur de jalousie. Ils se sont retrouvés, ils se sont dit, ça ne peut pas marcher comme cela. Tu te rends compte un petit peu, ce boiteux est parti, il n'a vu que 2 écus. Nous autres, on nous a donné chevaux, carrosses, or, et toutes ces choses-là. Nous avons été mis en prison. Et si nous le revenons, nous lui devons la vie. Notre père ne doit pas savoir ça. Écoute, lorsque nous repasserons en forêt de Cameur, il y a là un puits désaffecté. Je passerai le premier. Tu te mettras sur le côté. J'arrêterai le cheval et tu lui donnes une grande poussée et tu tomberas dans le puits. Et on sera en débarrassé. Et ce qui fut dit fut fait. Le pauvre petit boiteux est tombé complètement au fond du puits et là est resté assommé pendant quelque temps, ne sachant plus où il était, ne sachant plus, ne pouvant même plus crier. Et les gens ont continué leur route, et ils sont arrivés sur Tréblin. Mais là, alors qu'il devait y avoir grande joie, il y avait grande tristesse, parce que la jeune fille ne voulait plus resplendir, la jument ne voulait plus hennir, et le merle blanc, lui non plus, ne voulait pas siffler. Et le père, dans son fauteuil, était concerné. Le temps a passé. Et là-bas, dans le bois, Lucas s'est réveillé. Il est revenu à lui. Il a commencé à crier, mais il n'y avait que l'écho qui lui répondait. Et puis il a commencé à regarder ces parois brutes. Il ne pouvait pas monter. Il n'y avait simplement en haut qu'un simple rond de lumière bleue. Et puis, à un moment donné, il y a une volée de corbeaux qui sont passés. Quelque temps après, une volée de colombes. Et puis des nuages. Et des nuages qui, petit à petit, s'obscurcissaient. Et la nuit qui commençait à tomber. Et Lucas était désemparé. Lorsque tout d'un coup, voilà-t-il pas que haut du puits, Paterne arrive. Et regarde, et lui dit, mais Lucas, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es là au fond du puits, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors Lucas lui raconte ce qui est arrivé. Alors, lui, le Paterne lui dit, ah tu vois, je crois qu'il y a beaucoup de gens encore qui vont dire que ça ne sert à rien de rendre service aux gens. Tu vois, tu ne reçois qu'ingratitude de tout ce que tu fais pour les gens. Mais je vais leur prouver le contraire. Je suis venu là pour t'aider. Tiens, Lucas, prends ma queue. Il s'est retourné, il a déroulé sa longue queue dans le puits. Et Lucas a pris la queue de Paterne. Et Paterne a tiré, et en un rien de temps, il s'est trouvé sur la terre ferme. Alors il lui a dit, oh Paterne, écoute voir, Paterne, je suis tout près de la maison, viens avec moi, je vais te présenter à mon grand-père, il a d'immenses poulaillers par là-bas. Maintenant, tu n'auras plus à marauder, tu auras une vie tranquille, tu vas être en retraite, non. Viens, tu auras plein de tout le canard, tous les poulets qu'il te faudra. Et Paterne l'a regardé,
Je lui dis, mais tu n'as pas à me remercier, Lucas. C'est à moi de te remercier. À toi de me remercier. Tu ne sais pas qui je suis. Ben si, tu es Paterne, le renard. Je suis Paterne. Mais dans le corps de Paterne, il y a l'âme de cet homme qui était étendu sur le lit. Et qui, grâce à toi, maintenant, va pouvoir jouir des joies de l'infini de l'éternité. Grâce à toi, je suis sauvé et je vais être heureux jusqu'à la nuit des temps. Merci. Merci, Lucas. Sois heureux. Et un jour, je viendrai te chercher aussi pour que tu participes à la joie de l'infini. Mais va. Et il est parti. Pitchwitch. 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 Quelque temps avant d'arriver à Trèbes, la jument qui était là en attente a commencé à renifler et a commencé à lancer un grand hennissement de joie. Et a bondi. Et à ce moment-là, la jeune fille, alors que la nuit commençait à tomber, a commencé à resplendir et faisait clair comme en plein jour. Et à ce moment-là, ma foi, le merle blanc qui était dans sa cage a commencé de siffler, mais siffler de si belle façon que le vieillard qui était dans son fauteuil, d'un seul coup, s'est relevé et a couru après la jument au-devant de son fils qui arrivait. Ça a été la grande joie, immense joie. Mais vous pensez bien qu'il y avait deux autres personnes qui n'ont pas attendu la suite des événements. Ils ont pris la forêt de Cameur. Ils sont partis par la forêt de Florange. Ils sont partis par Bossigalo. Bossigalo, Lanoué. Ils sont arrivés en forêt de Pimpon. Et maintenant, je ne sais pas où ils sont. Ils courent toujours s'ils ne sont pas morts. Et vous savez, comme dans tout beau conte qui finit, vous savez bien le dénouement. Lucas s'est marié avec la belle princesse aux cheveux d'or. Mais une chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que le vieillard qui avait retrouvé ses jambes de 18 ans, lui aussi a convolé en juste noces. Et puis, ma foi, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait de leurs petits-enfants qui courent par là. Si un jour, vous les rencontrez au fur et à mesure de vos voyages, et que vous sachez qui ils sont, vous devez bien leur dire ceci. C'est que Jules le Baboule a gardé dans sa cave 2 ou 3 bonnes bouteilles de cidre bouché. Et comme quoi, il serait bien heureux de pouvoir traquer avec eux.